C'est une bibliothèque accompagnée d'un centre de création culturelle à 180 millions qui est collé sur le métro Montmorency, qui est l'extrémité de la ligne orange. Ça vient, encore une fois, c'est pas très accessible pour les Lavallois. Il n'y a pas vraiment de stationnement autour de ça. Mais je suis vraiment étonné des chiffres que vous me donnez. Là. 180 millions pour une bibliothèque. Là, Oh oui, tout à fait. J'ai déjà été surpris par des chiffres. Puis je suis un gars de chiffres, mais là je comprends pas. Là. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Maillé d'Action Laval qui se présente aux élections municipales à Laval. Il nous a contactés. Il voulait discuter de politique publique avec nous. Donc, on est très content de le recevoir. Bonjour, messieurs. Merci de me recevoir. Le plaisir. Merci, M. Miel, de vous prêter au jeu en vue des élections municipales. Mais c'est la première pour Yann et Frank, en fait, pour ce qui est du milieu de plus de Laval, parce que ce sont des podcasts quand même plus de la région de Québec, malgré qu'on ratisse très, très large, beaucoup des gens de votre coin également aussi. Pour ceux, justement, comme première question tout simple, pour ceux qui ne vous connaissent pas, votre parti ou également le milieu municipal de Laval pour les indécis, puis également pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vous laisse vous présenter, puis également votre parti, puis votre milieu. Action Laval est un parti qui est là depuis 2013. On a eu là des élus à chacune des élections. À l'élection de 2021, on a eu 5 élus sur 21, parce qu'il y a 21 conseillers municipaux, plus le maire à Laval. C'est comme à Québec. 22 élus. Action Laval a été chercher 5 élus à la dernière élection. On est la principale opposition à Laval. Et là, on se présente avec une équipe complète. J'étais autrefois à l'arrière des élus. J'ai depuis une bonne quinzaine d'années travaillé là, à l'arrière, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou encore au municipal. J'ai travaillé derrière les élus. C'est moi qui organisais, entre autres, la campagne électorale en 2021. Mais à travers tout ce temps-là, j'ai également poursuivi mes études. J'ai fait une maîtrise et un doctorat en administration publique à l'École nationale d'administration publique. Puis là, ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Fred, ça commence à être pas mal à ton tour d'être en avant. » Puis j'ai décidé d'aller prendre la barre de cette équipe-là. Puis on s'en va en élection comme ça. Du côté de Laval, est-ce qu'on a un peu le même principe qu'à Québec, ou est-ce qu'on peut avoir un colistier et si on n'est pas élu au poste de maire, on devient conseiller d'office à ce moment-là? Non, il n'y a pas de colistier à Laval. Effectivement, c'est une situation où est-ce que, à partir du moment où le candidat à la mairie ne gagne pas son élection, l'équipe se retrouve sans chef. C'est une problématique qu'on retrouve dans plusieurs municipalités au Québec. Donc, quand un parti perd son élection, perd son chef en même temps, ce qui crée une faiblesse dans la démocratie, dans le contrepoids démocratique et qui amène les chefs de partis politiques, ou enfin celui qui devient maire, en fait, à persister dans le temps. C'est une réalité qu'on vit là, un peu partout au Québec. Effectivement, parce que Laval a été longtemps gouverné par le même maire avant son départ, malgré tout quand même assez rocambolesque. Et là, présentement, le maire actuel, c'est M. Boyer. Boyer, exactement, M. Boyer. Si vous aviez à qualifier sa gouvernance dans le dernier 4 ans du côté de M. Boyer, comment vous qualifieriez ça de votre côté à Laval? Ça a été une période très dépensière. On a eu plusieurs grands projets au centre-ville qui ont endetté énormément la ville. En le disant rapidement, là, le budget de la ville a augmenté de 30%, c'est 300 millions de plus. On est rendu à 1,2 milliard. Donc, avec ça, on pourrait croire qu'ils ont suffisamment d'argent pour faire les travaux et entretenir la ville. Malgré ça, ils ont augmenté la dette de 400 millions, c'est 80% de plus en 4 ans seulement. Donc, il y a une perte de contrôle complet là, sur les finances de la ville. Et c'est pour cette raison-là, nous autres, on arrive et la première chose qu'on veut faire, on l'a proposé d'ailleurs,
on a déposé un avis de proposition qu'ils ont refusé pour mettre en place un comité des finances publiques, comme on a à Québec et à Ottawa. C'est des députés qui siègent sur ça, qui viennent analyser les finances des différents ministères, les projets, les contrats qui sont donnés. On a proposé ça. Puis en plus, c'est transpartisan, donc ça amène de la transparence. On l'a proposé, ils l'ont refusé. Naturellement, nous autres, en arrivant en place, immédiatement, on met ça en place pour reprendre le contrôle sur ces finances-là. Et puis amener ce même budget-là, sans avoir besoin là, de continuer à augmenter les taxes, de prendre le budget qui va être dégagé par ça pour l'investir aux bons endroits. Si on a des dépenses de 1,2 milliard par année, donc suite à une hausse de 300 millions, on dit qu'on a une hausse de la dette de 400 millions. Est-ce que la dette dépasse le niveau de dépenses annuelles? Est-ce qu'on a une dette au-dessus de 1 milliard présentement ou légèrement en On dessous? approche le 1 pour 1. Et là, si on suit le PTI, le programme triennal d'investissement, on regarde qu'est-ce qui est prévu pour être investi dans les prochaines années, on va dépasser le 1 pour 1. OK, c'est quand même assez spectaculaire de dire qu'il faudrait prendre les taxes complètes d'une année pour rembourser totalement la dette. C'est quand même une grosse bouchée à prendre, on s'entend. Techniquement, oui, naturellement, ça ne se fait pas comme ça, là, mais techniquement, oui, effectivement, là, ça revient à 1 pour 1. Donc, puis quand on parle de beaucoup de projets qui ont été dépensés, c'est quoi le plus gros projet qu'on voit sur l'île de Laval qui vous semble le plus problématique, là, qui a attiré peut-être des dépassements de coûts ou vraiment des dépenses sont injustifiées du côté de la ville? Il y en a plusieurs en ce moment. C'est pas le cas d'un projet, c'est plusieurs projets. On pense entre autres au centre aquatique qui devait coûter environ 65 millions, qui est fini à 130 millions. La grande Il y a combien de piscines là-dedans pour 130 millions, par exemple? Ça ressemble à quoi? Le pire, c'est pas le nombre de piscines, c'est le fait qu'ils ont réduit le projet. En plus, là, c'était censé être un grand espace vitré avec plein d'autres accessoires qui n'ont pas été mis dans le projet final en bout de ligne. C'est beaucoup, 130 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est complètement fou. Et pendant ce temps-là, nos autres districts n'ont pas de piscine intérieure. Donc, je pourrais comprendre une ville qui est bien dotée d'infrastructures sportives et culturelles, de se payer quelque chose de luxe pour son élite au centre-ville, ses compétiteurs en natation, en plongeon. Ben, OK, là, on a un bon réseau pour développer nos nageurs. On va se payer un équipement de luxe pour nos champions. Mais non, on n'a pas de piscine intérieure sur les territoires, très, 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 très peu. Donc, on a été mettre ça directement dans l'infrastructure pour l'élite. La même chose au niveau de la grande bibliothèque. C'est une bibliothèque qu'on appelle grande bibliothèque, mais en fait, c'est une bibliothèque accompagnée d'un centre de création culturelle à 180 millions qui est collé sur le métro Montmorency, qui est l'extrémité de la ligne orange. Ça vient, encore une fois, c'est pas très accessible pour les Lavallois. Il n'y a pas vraiment de stationnement autour de ça. Mais je suis vraiment étonné des chiffres que vous me donnez. Là, 180 millions pour une bibliothèque. Là, oui, tout à fait. J'ai déjà été surpris par des chiffres. Puis je suis un gars de chiffres, mais là je comprends pas. Là. Je pense pas qu'une bibliothèque c'est censé coûter 180 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, vous en rajoutez un autre. Il y a un chalet de parc, 12,5 millions. Puis on ramène l'eau à ce chalet-là en plus, ça va coûter 2,5 millions pour ramener l'eau. Les rénovations de l'hôtel de ville, 70 millions. Un palais de justice. Le palais de justice était véritablement dû. Il fallait qu'on construise un nouveau palais de justice. Mais encore là, Québec demandait à Laval d'avoir 3 salles d'audience. Ils en font 5 avec des cellules au sous-sol. Donc, ils dépassent ce que Québec demande. C'est un autre 60 millions qui s'en va là. Il y en a plein comme ça. Mise à jour du site web, 8 millions. Un projet de gaz à effet de serre, de gaz, on va dire. Biométhanisation. Que le projet a avorté. C'est un 5 millions qui est parti là. Donc, c'est plein de dépenses qui ont été faites un peu partout sur le territoire, en fait, principalement au centre-ville, qui est une perte de contrôle là, des finances. Mais là, une bibliothèque à 180 millions, c'est quoi? Les escaliers sont en marbre? Ça reste quand même une infrastructure importante. Ça, on doit en convenir. Mais je veux dire, je me rappelle dans la région de Québec, nous autres, de notre côté, ça a fait scandale. Les gens s'époumonaient. L'amphithéâtre à 400 millions avec pas d'équipe de la Ligue nationale. C'était incroyablement fou que les gens disaient.
C'est vrai que c'était cher, j'étais d'accord, j'étais contre cette infrastructure-là à l'époque parce que je disais, ça va peut-être le fun d'avoir le club de hockey avant de le construire. Finalement, le temps m'aura donné raison. Mais là, on parlait de En effet. 400 millions pour un amphithéâtre de 18 000 places. Et là, on parle d'une bibliothèque à 180 millions. Je veux dire, on est dans les mêmes zones de grandeur, ou presque. Là, je suis un peu terrifié. Là. J'aime pas utiliser le mot collusion, corruption, parce qu'il faut quand même démontrer des choses avec ça. Mais là, tu te dis, attends un peu, mais l'ordre de grandeur ne fait aucun sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas? Est-ce qu'il y a d'autres infrastructures qui ont été rénovées avec ça, puis qu'on a mis ça dans ce budget-là, puis on a envoyé Ouais, la facture au palier supérieur? Ou, c'est ça, C'est elle est pas de la même grosseur que la Grande Bibliothèque de Montréal, là. Je veux dire, dans le sens que, tu sais, même à ce prix-là, je vous dirais que c'est quand même cher aussi. c'est une comme je mentionnais, c'est une bibliothèque centrale, mais c'est également accompagné de centre de création artistique. Donc, il va y avoir OK. une salle de théâtre dans ça, il va y avoir des studios de création. Il y a d'autres infrastructures autour. Mm. Naturellement, c'est pas une bibliothèque avec des livres pour 180 millions. Là. On comprend que c'est pas uniquement une bibliothèque au sens Ouais. le plus ordinaire de la définition. Ça dépasse largement cette réalité-là, mais ça reste quand même, effectivement, 180 millions. Je ne peux pas parler non plus de corruption ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de preuve de ça, je n'ai pas d'indice de ça, mais ça reste que est-ce qu'on a besoin d'avoir une infrastructure de cette ampleur-là qui va être difficilement accessible, qui va être plus accessible pour les gens qui arrivent de Montréal en métro parce qu'ils arrivent à la porte de cette bibliothèque-là que pour les gens de Laval. Alors qu'on vient de perdre la bibliothèque qui était la plus utilisée, la bibliothèque multiculturelle, on vient de la perdre, ils l'ont détruit pour faire place à des logements. Ça va être déplacé dans un autre secteur. On n'a pas les bibliothèques qu'on devrait avoir à Laval. Il manque de petites. Encore une fois, la même chose que je mentionnais pour les piscines. Il faudrait qu'on s'équipe d'infrastructures partout sur le territoire, des bibliothèques, des terrains de soccer, des terrains de basketball, des centres communautaires. On a un manque général sur le territoire de l'île. La plupart de nos centres communautaires, c'est dans des vieilles écoles de rang qui ne sont pas adéquats pour accueillir des organismes, qui ne sont pas adéquats pour des formations, pour des cours. Il n'y a pas d'air climatisé, les plafonds sont bas, c'est mal éclairé. Mais non, ça va se payer une méga infrastructure au centre-ville alors que la base n'est pas desservie. Alors, c'est avec cette idée-là qu'on arrive. Là, oui, on est pogné avec le projet. Là, la bibliothèque, elle est suffisamment avancée pour qu'on n'ait pas le choix de la terminer. On ne pourra Exact. pas reculer sur ça. Parce que ça, ce serait pire probablement d'interrompre le projet, effectivement. Dans l'état où est-ce qu'il y a la bâtisse est à moitié construite. Là. Donc, Ouais, je comprends. on peut pas reculer sur ça. Si on était Puis, encore au niveau des plans, peut-être, mais là, c'est vraiment largement amorcé comme construction. Donc, quand vous êtes levé tantôt, j'ai vu des guitares un peu en arrière de vous. Fait qu'on peut pas dire que oui. vous êtes un homme qui n'est pas de culture. Vous êtes Non, clairement un ben, amateur de culture. Donc, plus de que ça, voir. j'ai un background en théâtre. J'ai déjà étudié en théâtre. J'ai travaillé pendant des années dans le milieu de la musique. Fait que non, c'est ça. C'est pas un problème avec la culture. Au contraire, Non, c'est ça. c'est juste de mettre les. Puis encore là, je vous dirais, culture, OK, oui, culture. À la grandeur de l'île, intéressons nos jeunes à la culture. On a un problème de gang de rue à Laval. Une montée OK. de la violence par arme à feu. Dans les 3 premiers mois de l'année, 41% des crimes par arme avec un arme ont été faits par des jeunes entre 14 et 17 ans à Laval. On voit qu'il y a un problème de violence urbaine à Laval. C'est nous autres qui l'avons proposé, de mettre en place une commission de la violence urbaine qui a eu lieu, qui a déposé son rapport. On a reçu des personnes comme Maria Mouranin, spécialiste des gangs de rue, Mm-hmm. le chef de la police de Laval, plusieurs organismes qui travaillent sur le territoire de Laval, qui sont venus nous dire, ben, on arrive à contrôler pas pire ce qu'il y a sur le territoire. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de travailler en amont. S'assurer que nos jeunes n'arrivent pas, ne viennent pas dans Le recrutement. les gangs de rue. Ben, c'est ça, les infrastructures sportives et culturelles, ben, ça nous permet d'avoir des coachs, d'avoir des profs de musique, de théâtre, d'avoir des gens qui sont des adultes responsables, qui reçoivent nos jeunes après l'école parce qu'il y a des cours abordables et qui peuvent aller être encadrés, non pas par des gangs de rue, mais par des gens responsables qui vont leur donner des bons modèles pour l'avenir, pour le futur. Je regardais à un moment donné, j'étais avec l'équipe de football. Il y en a peut-être un dans la gang qui va se ramasser dans le football universitaire.
Mais définitivement, ce qu'ils sont en train de faire là, il y a le coach qui est là, qui les motive, qui leur donne un bon exemple, qui leur donne une direction. C'est extrêmement formateur pour les jeunes. Ça leur donne une manière de penser, une manière de s'organiser, un but dans la vie. C'est beaucoup plus payant, ça, que un méga projet au centre-ville qui n'est pas accessible pour la grande majorité de la population. Est-ce que Laval est une ville en forte croissance démographique présentement? J'ai l'impression que oui, là, évidemment, parce qu'on sait que une crise de logement sur l'île de Montréal, évidemment, ça implique que les régions limitrophes vont voir de la croissance de leur côté. Vous devez avoir aussi des problèmes au niveau du logement, dans le sens que les prix doivent augmenter très vite sur l'île. Est-ce que c'est un enjeu qui est majeur dans votre élection? C'est un élément clé, en effet. Il y a une demande par la communauté métropolitaine de Montréal de densifier le territoire, ce qu'on n'a pas véritablement le choix de faire. Ça se résulte dans une réalité, dans ce qu'on appelle maintenant le centre-ville. Donc, ce qui est autour justement du métro Montmorency, où est-ce qu'on a également le cégep qui est là. C'est le secteur qui est le plus dense. Il y a énormément de construction, mais c'est pratiquement seulement des logements en location à très haut prix. Donc, ce n'est pas du logement abordable en grande majorité. Il y a d'autres projets autour qui, eux autres, veulent favoriser effectivement le logement abordable. Mais on se parle de ramener une affaire comme 80 000 personnes, 40 000 logements, donc l'équivalent d'à peu près 80 000 C'est personnes énorme, là. au centre-ville. Et là, on est au coin des autoroutes 15 et 440. Il n'y a pas de métro qui dépasse Montmorency. Donc, on veut ramener 80 000 personnes, ça veut dire à peu près 80 000 autos dans ce secteur-là. Et il n'y a aucun projet à la RTM. Il n'y a même pas une étude en ce moment pour prolonger le métro. Donc, on est véritablement dans une situation où est-ce que on va amener de la densité sur les autoroutes, on va ramener plus de monde sur les autoroutes, plus de congestion. Il n'y a pas de projet là, pour améliorer la situation dans la circulation dans le secteur. Parce que je crois comprendre, dans le fond, que la plupart pas la plupart, mais une grande partie des citoyens de Laval doivent quand même travailler à Montréal, probablement. Ou certains doivent travailler sur l'île, mais il doit y en avoir quand même pas mal qui travaillent à Montréal. Il y a une bonne partie, effectivement, mais on a 60% des déplacements des Lavallois qui se font à l'intérieur de l'île. Et ça progresse à chaque année. Donc, les gens travaillent de plus en plus à Laval. Vous avez sûrement entendu parler de certains cônes à Montréal et de certaines pistes cyclables à Montréal. Un peu. Donc, la circulation est de plus en plus difficile à Montréal. On est en train d'importer, soit dit en passant, l'équipe actuelle est en train d'importer le modèle de Montréal à Laval. Ils mettent des pistes cyclables à la grandeur de l'île qui rendent la circulation plus difficile. Mais à ce moment-là, les gens cherchent moins à se déplacer vers Montréal. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à Laval. Les gens qui arrivent de la Rive-Nord arrêtent à Laval aussi. Laval est de moins en moins la banlieue de Montréal, mais la Rive-Nord devient la banlieue de Laval. Okay. Parce que les gens travaillent à Laval. Il y a des secteurs industriels importants à Laval. Donc oui, les gens sont ici maintenant. Là, ça travaille sur le territoire de Laval de plus en plus. Vous parliez justement tout à l'heure du manque, justement, le fait que la ligne de métro arrête à Montmorency, puis vous importez de plus en plus le nombre de transports autoroutiers, puis que le service de transport en commun devient de plus en plus inadapté dans votre région. Vous savez, même nous, dans la région de Québec, on a entendu parler de M. Boyer au cours des dernières années. Il a écrit fameux un livre, un quartier sans voiture, que notre maire, Bruno Marchand, le maire de Québec, a fait la préface. On entend beaucoup, du moins les bribes qu'on entend de Laval, du moins de l'administration municipale de notre côté. C'est vraiment en plus une gestion très idéologique, si je puis dire. On parle de moratoire sur le gaz naturel. On est justement un peu comme à Montréal, le festival des pistes cyclables, comme vous l'avez parlé tout à l'heure. Quelle est votre vision par rapport à ça, de vouloir comme gérer la chèvre et le chou, dans le principe que, justement, autant on veut créer des solutions en transport en commun, mais je vois dans votre programme, justement, que vous voulez faire un moratoire, justement, sur les pistes cyclables, peut-être un potentiel gel de taxes et tout ça. Donc, comment pouvoir gérer ça, mais en même temps, essayer de régler le problème tout en, comme on dit, en changeant la vapeur de l'autre côté, mais en même temps, c'est d'essayer de garder un peu le cap à travers tout ça, là. Dans un premier temps, pour ce qui est des pistes cyclables, oui, effectivement, en arrivant, on met en place un moratoire sur le développement de nouvelles pistes cyclables. On réévalue ce qui est déjà en place. Si on pense là, à la base, pourquoi on fait une piste cyclable? Il y a deux raisons. Pour amener de la sécurité à nos cyclistes, dans un premier temps. C'est ça l'objectif premier.
nos pistes cyclables croisent énormément d'autoroutes. Certaines ont été déclarées parmi les plus dangereuses au Québec. Elles sont effectivement mal placées. Les gens les utilisent peu parce que c'est pas intéressant. Laval est également un très, 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 très grand territoire. Encore une fois, le secteur Laval-des-Rapides, qui est notre centre-ville, ça peut faire du sens. Il y a une densité pour se rendre à l'épicerie, pour aller s'acheter un pain, un fromage, revenir à la maison. Ça peut se faire en vélo. Partir de chez moi pour me rendre à l'épicerie en vélo, oui, ça se fait, mais c'est déjà un peu plus loin. Mais les gens ne partiront pas des pointes de l'île pour se rendre au centre-ville pour aller prendre le métro. Ça n'arrivera pas. Ou les quelques-uns qui le font, il y aurait une piste cyclable ou non, ils le feraient de toute manière. Puis à vélo, il ne faut pas que ce soit de grosse épicerie, on s'entend. Là. Ah, tout à fait. Ça, c'est de la proximité, c'est du commerce de proximité. Quand il y a une densité de population, j'ai vécu en Chine pendant 4 ans dans une ville qui avait 10 millions d'habitants. Tout était en vélo, là. C'était facile. La ville était extrêmement plane également. Donc, oui, il y avait énormément de déplacements qui se faisaient en vélo. Ça faisait du sens. Laval a un territoire qui est énorme pour la population. On va dire le méchant mot, on est en bungalow ici. Donc, tout est fait dans l'espace. Il y a beaucoup d'espace entre les maisons. Donc, se déplacer en vélo, ça se fait pour le loisir. Il y a des gens qui vont le faire pour le travail, qui vont se déplacer vers leur travail en vélo, mais c'est des exceptions. Là. Donc, on peut pas souhaiter mettre des pistes cyclables et rêver que les gens vont tout simplement passer au vélo. Ça n'arrivera malheureusement pas. Et c'est ce qu'on voit sur notre territoire. Les pistes cyclables sont peu ou pas utilisées parce qu'elles sont dangereuses et parce qu'elles sont beaucoup trop loin des endroits, des objectifs où est-ce qu'on veut se rendre avec les pistes cyclables. La deuxième raison pour laquelle on fait des pistes cyclables, c'est pour améliorer notre bilan environnemental. En enlevant des voies de voitures pour créer ces pistes cyclables-là, on crée de la congestion. Donc, on n'atteint pas cet objectif-là non plus. Donc, ni d'un côté ni de l'autre, on n'atteint pas les objectifs. Il y a des bonnes pistes cyclables. À côté de chez moi, il y a ce qu'on appelle la route verte et bleue, qui suit la voie ferrée. C'est juste à côté, c'est en dehors du circuit routier. Et tiens donc, c'est la piste cyclable la plus utilisée à Laval. Elle est sécuritaire, elle est en dehors du circuit routier, elle est en ligne droite vers Montréal. Elle est merveilleuse, cette piste cyclable-là. On a des lignes à haute tension. On pourrait se servir des espaces sur les lignes à haute tension. Hydro-Québec est prête à nous louer l'espace. Okay. Ce serait, encore une fois, un espace en dehors du circuit routier qui serait sécuritaire et qu'on aurait une bonne probabilité d'utilisation. Mais non, on utilise nos grands boulevards où est-ce que les cyclistes n'osent pas aller parce que c'est de toute manière trop dangereux. Puis ils ont créé de la congestion. Donc, on n'atteint pas nos objectifs. Ça mène absolument à rien là, comme développement pour ce qui est des pistes cyclables. Je trouve vraiment intéressant le début de l'entrevue, c'est qu'on parle vraiment beaucoup de finances dès le départ. On voit qu'il y a une responsabilité qu'on veut aller chercher. On veut continuer à investir en culture, on veut continuer à investir dans les sports, mais en ayant une mentalité un peu plus humble, si je dirais. Donc, des rubans moins gros à couper, mais dans plus d'endroits, donc plus de piscines un peu, plus d'affaires, mais de plus petite envergure. Je ne suis vraiment pas contre cette idée-là, honnêtement. Votre discours sur les pistes cyclables, ça fait énormément de sens. On a l'impression qu'il y a effectivement un grand concours dans les municipalités du Québec. C'est qui va faire le plus de kilomètres de pistes cyclables dans une année. Je veux dire, c'est ce que Laval vit, vous n'êtes pas les seuls à le vivre. Il y a à peu près toutes les municipalités du Québec qui le vivent en même temps. Il y a des endroits où est-ce que ça peut être merveilleux, mais sur les grands boulevards, ça ne fait pas aucun sens. Par contre, quand on va sur votre site puis on regarde le programme électoral qui est mis de l'avant, j'ai fait le saut un peu de voir que le premier enjeu que vous avez choisi de mettre dans votre plateforme, c'est l'environnement, alors que c'est peut-être un sujet qui touche un peu moins les gens dans leur vie quotidienne. Fait que j'ai été surpris quand même de voir que c'était l'enjeu numéro 1 de votre côté, puis surtout un concept, une politique 3-30-300. Première des choses, je voulais que vous preniez le temps de nous expliquer c'était quoi. Mais ce concept-là, c'est un concept qui est poussé par un lobby environnemental, autrement dit. Donc, c'est comme un prêt-à-manger qui est servi aux élus municipaux. C'est de même que je le vois, puis vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord. Mais j'étais un peu curieux de voir comment est-ce que quelqu'un qui a un discours aussi responsable achète un peu le discours environnementaliste d'un groupe comme Nature Québec là, avec le 3-30-300. Dans un premier temps, notre approche, c'est ce qu'on cherche à avoir, c'est une approche équilibrée. Donc, c'est pas tout à l'auto, c'est pas tout au vélo, c'est pas tout au développement ou tout au développement. C'est un juste équilibre. Donc, oui, il faut qu'on développe notre ville, mais il faut qu'on protège également nos milieux, notre secteur environnemental. On a 30% du territoire à Laval qui est agricole. Il faut absolument qu'on protège ça.
C'est un espace qui est personnellement intouchable. On ne doit pas toucher notre secteur agricole à Laval. Est-ce que le volet agricole de Laval est très cultivé ou il y a beaucoup de terres qui sont moins exploitées de votre côté? Il y a des terres qui ne sont pas exploitées, il y a des terres qui sont en milieu humide, il y a des terres qui ne sont pas défrichées. Donc, c'est pas, le 30% n'est pas pleinement utilisé. Désolé, je n'ai pas le chiffre exact de c'est correct, c'est correct. qui est utilisé. Là. Mais non, il n'est pas utilisé à 100%. Parce qu'on fait tout le temps le saut. Hein? Quand on prend l'avion dans le secteur de Montréal, Laval, on a le temps de voir la ville. On se rend compte quand même beaucoup d'arbres sur Laval. On a l'impression qu'on est dans un milieu urbain, puis finalement, on dit non, mais c'est pas si urbain que ça. Il y a vraiment. Puis on n'arrête pas de nous dire là, l'étalement urbain, justement, les gens sortent de l'île de Montréal, les gens sortent de l'île de Laval pour aller essayer de trouver une maison quelque part où ils puissent s'établir. Puis on regarde les terres, puis on dit ouais, mais il me semble qu'il y en a de la place finalement. Peut-être le zonage ne le permet pas, on s'entend. Mais est-ce que justement, on refuse de développer des endroits qu'on devrait peut-être développer? Ben, comme je vous disais, le secteur agricole, les trois parties, soit dit en passant, on est sensiblement pareil là-dessus, je pense. Hein. C'est un interdit, on ne touche pas aux 30%. Là. Les trois parties, on est d'accord là-dessus, c'est de la sécurité alimentaire. On ne va pas dans cette direction-là. Maintenant, sur le territoire de Laval, il reste à peu près 10%. Tant au niveau commercial qu'au niveau résidentiel pour le développement, c'est à peu près l'espace qui reste à développer. Que c'est déjà dézoné, autrement dit, pour permettre ça. Là. C'est déjà dézoné, ou plutôt zoné à développer. Là, c'est ce qu'on appelle du blanc et du vert. Le vert, on n'y touche pas, mais dans le blanc, il reste à peu près un 10% à développer. Okay. Oui, ça reste quand même relativement vert à Laval, mais on a un bon secteur industriel où est-ce que c'est très béton, très asphalte. Qui crée des îlots de chaleur. Ben oui, il faut améliorer la situation, planter des arbres, s'assurer qu'il y a un meilleur couvert végétal. Vous me demandiez le 3-30-300, ben, ça va un peu dans cette direction-là. Le 3, c'est à partir de chez soi, on devrait voir 3 arbres. À Laval, il n'y a pas un problème. Je sors autour de chez moi, je vous dirais 95 à 99% de la population. Je suis à peu près certain que tout le monde voit au moins 3 arbres de chez eux. Le 30, il devrait y avoir un couvert végétal d'environ 30% sur son territoire. Déjà, on a le secteur agricole, mais dans nos secteurs industriels, secteurs résidentiels, il y a peut-être là une légère amélioration à faire. On ne doit pas être tellement loin du 30%. Maintenant, où est-ce qu'on a peut-être du travail à faire? C'est le 300, on devrait être à 300 mètres d'un espace vert. Laval est peut-être entre 4 et 500. Donc, il y a encore quelques parcs installés sur le territoire. Ce n'est pas une grande marche. Oui, il y a du travail à faire, mais ce n'est pas une grande marche à monter pour la ville de Laval. C'est pour ça que je n'ai pas de problème à m'engager dans cette direction-là du 330-300. Ce n'est pas un compromis qui est vraiment difficile à faire parce qu'on voulait s'en aller dans une direction et là, ça nous envoie vraiment dans une autre direction parce que c'est le mouvement vert qui nous pousse dans cette direction-là. Non, il y a une simple amélioration. Je pense que c'est pas mauvais là, qu'il y ait des espaces verts pour que les gens puissent en profiter, puissent profiter des parcs, puissent profiter des boisés qu'on a sur le territoire. Un autre point d'interrogation que j'avais, puis c'est juste parce que je ne vis pas à Laval, parce qu'évidemment, je pense que vos citoyens n'auront pas cette interrogation-là. Consultation publique sur la collecte des ordures aux 2 semaines. Donc, présentement, je présume que c'est plus que 2 semaines pour les ordures? Ou c'est moins? Non, en fait, c'est que les ordures et le recyclage passent à tous les semaines. OK. Parce que c'est rare encore au Québec des villes qui sont encore en mode chaque semaine. Il n'y en a pas tant que ça. Désolé, pour ce qui est des autres municipalités, j'ai moins d'informations. Parce que la plupart des gens qui nous écrivent par rapport à leur municipalité, quand on parle de politique municipale, c'est qu'il y a des endroits qui sont aux 3 semaines, les ordures. Il y a même des endroits qui sont aux 4 semaines au Québec. Les gens sont scandalisés de ça. La plupart des villes sont dans un mode 2 semaines, évidemment. Puis même les villes qui sont à 2 semaines, c'est pas tout le monde qui aime ça. Des fois, on va retrouver certaines villes, je pense que c'est notre cas à Lévis, l'été, ils reviennent avec les ordures à chaque semaine. Parce que ça ne ferait pas de sens d'être aux 2 semaines. Mais on sent que la qualité du service public que l'on paie dans la plupart des municipalités est en décrépitude puis baisse énormément. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que présentement, à Laval, vous êtes encore en mode à chaque semaine. Je veux dire, moi, je vous trouve privilégié, honnêtement.
OK. Mais, mais de votre côté, vous voulez aller peut-être plus vers le 2 semaines, mais avec une consultation publique. Qu'est-ce qu'il y a En derrière fait, votre pensée? il y a le règlement a été passé par la majorité au Conseil. Ils ont décidé qu'à partir du mois de mars l'année prochaine, on va OK. être aux 2 semaines pour les vidanges et le recyclage, en OK. alternance un avec l'autre. Le compost, lui, continue à rester à tous les semaines, sauf Ah, ben l'hiver ça qui est pue aux pour 2 semaines. vrai, là. Oui, en effet. Mais ce que nous autres, on propose, c'est d'avoir. Il y a des secteurs à Laval, le faire aux 2 semaines, fort probablement qu'il n'y a pas de problème. Il y a d'autres secteurs à Laval où est-ce que ça pourrait être plus problématique, où est-ce qu'on a plus de densité, où est-ce que les gens sont plusieurs à partager un même bac à ordures. Et donc, à ce moment-là, le faire aux 2 semaines peut devenir problématique, peut devenir beaucoup plus difficile à faire. C'est là qu'on veut aller faire une consultation publique pour voir avec ces gens-là, ben, est-ce que aux 2 semaines, c'est bon pour vous ou vous préférez rester à chaque semaine? Et là, adapter en fonction des besoins à l'intérieur de la municipalité. Des secteurs où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que les gens sont prêts à y aller, où est-ce qu'ils ont déjà évolué vers un meilleur recyclage, un meilleur compost, ben, les vidanges, ça fait du sens de l'avoir aux 2 semaines. Il y a d'autres secteurs qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, qui ont encore du travail à faire, qui font encore prendre le temps de les faire évoluer dans cette direction-là pour diminuer leur vidange. On ne peut pas simplement leur imposer ça. Il y a des secteurs où est-ce que déjà les poubelles débordent. Si on décide de passer aux 2 semaines, ça va juste être catastrophique. Évidemment, on parle d'un gros bloc appartement, par exemple, ça Par pourrait être exemple. quand même problématique. Finalement, du côté environnemental, vous avez aussi l'électrification de la flotte de véhicules de la ville. Il me semble, vite comme ça, je vois que ça pourrait coûter facilement un 25-30 de plus parce que le véhicule, le coût d'achat est quand même beaucoup plus élevé. Et également, l'infrastructure de mécanique qu'il faut mettre en place pour la réparation de ces véhicules-là, on le néglige souvent, mais c'est une expertise qui est différente. Pourquoi vous allez dans une direction qui c'est un peu plus coûteux pour la ville d'avoir une flotte de véhicules, autrement dit? Ben, c'est un ensemble de choses. Il y a des véhicules qui, soit dit en passant, ne peuvent pas être électrifiés pour des besoins particuliers. On peut pas aller dans cette direction-là. Donc, c'est pas une idéologie à À appliquer 100 d'une manière aveugle et 100%. Tout doit être électrique. Non. Mais autant qu'on peut le faire, allons dans cette direction-là. Les véhicules électriques, pour une des rares places au monde où est-ce que ça fonctionne et ça fait vraiment du sens, le Québec, parce qu'on produit notre électricité à partir d'énergie renouvelable, l'eau, alors que si on regarde d'autres endroits où est-ce qu'ils produisent leur électricité à partir de charbon ou de gaz naturel, il y a une pollution qui vient en même temps qu'il faut prendre en considération. L'électrification est peut-être moins justifiée pour ces secteurs-là, mais au Québec, ça fonctionne. Pourquoi on n'irait pas dans cette direction-là, puisqu'on peut on peut le faire avec un bon bilan en bout de ligne. Vous parliez des ordures tout à l'heure. C'est ça, je sais que dans votre plateforme, dans votre message, expliquez à quel point, justement, au-delà des dépenses, la fonction publique de la ville de Laval a quasiment doublé. Vous n'avez pas donné j'ai pas de chiffre de mon côté, mais en tout cas, c'est vos propos sur votre site Internet. Où pensez-vous faire des économies au niveau de la fonction publique, au niveau du moins de. Je parle d'économie, mais dans le sens de réorganisation, si je peux dire, là, tu sais, est-ce qu'il va y avoir des coupes, etc., sachant que on le voit à Lévis également aussi, on parle d'inspecteurs de vidange. À Montréal, c'est devenu quasiment ultra populaire. Là, tu sais, on a engagé beaucoup de gens que leur seul et unique job, c'est de fouiller ce qu'il y a dans les poubelles du monde pour commencer à leur donner des infractions. Personnellement, je pense qu'on pourrait plus se focusser sur le service essentiel que commencer à acquérir les gens avec ça. Je ne sais pas si à Laval, c'est la même chose, vous me corrigerez, je ne suis pas au courant de la situation, mais généralement parlant, où pensez-vous justement de, comment dire, remettre ça sur le bon côté et ou faire finalement des économies au niveau de la fonction publique ou du moins de la réorganisation? Est-ce que vous considérez des licenciements à certains endroits ou simplement réorganiser ça? On a eu des gens qui ont passé dans les bacs de recyclage il y a quelques années pour s'assurer que c'était la bonne chose qui était les bacs de recyclage, qui ont remis des avertissements, mais on n'a pas une équipe qui est OK. dédiée à inspecter les vidanges et à ouvrir les sacs de vidange. Mais où est-ce qu'on peut faire des économies? Dans un premier temps, dans les projets qui sont envisagés. Il y a encore une fois, plein de grands projets qui ne sont pas nécessairement les bonnes priorités. Alors, des fois, c'est simplement de réaffecter des budgets. On part avec le budget qu'on a déjà et en le réaffectant aux bons endroits, on arrive à investir sur ce qu'on veut investir, qu'on croit qu'il y ait les bonnes orientations. Plutôt que de mettre 180 millions sur une grande bibliothèque,
mettons, un 10 millions sur 6-7 bibliothèques à travers le territoire. Puis on vient de dégager un 100 millions. Là. Donc, il y a plein de possibilités de cette manière-là qu'on peut travailler sur notre budget, sur notre planification future pour aller mettre l'argent aux bons endroits. Ensuite, on a dans nos différents services, je pense entre autres au service des communications, le budget est passé de 3 millions à 16 millions dans les 4 dernières années. OK, c'est une grosse augmentation, ça. Là. Une très grosse augmentation, alors que le service des communications n'a pas nécessairement la meilleure presse pour la ville. Là. Nos citoyens ne sont pas informés quand il y a des travaux sur la rue, n'arrivent pas. Ils font plus On parle de publicité probablement au niveau c'est de la ça, ville? c'est qu'ils font plus de publicité que de la véritable communication de ce qu'ils devraient faire. Le rôle de la municipalité, c'est pas de faire de la pub, c'est d'informer ses citoyens des travaux qui se font près de chez eux. Pourquoi il y a des travaux, quand est-ce qu'ils vont avoir lieu. C'est ça que les gens veulent savoir, les gens ne le savent pas. Donc, on pourrait-tu s'assurer qu'il fait la bonne job, ce service-là, et que ça risque d'entraîner à côté des baisses de frais qu'on a dans ce service-là. Il y a plein de petites choses là, comme ça à aller chercher à gauche et à droite. C'est pour ça qu'on met en place un comité des finances publiques. C'est ça le rôle d'un comité des finances publiques. C'est d'aller voir ces petites places-là qu'on peut aller chercher, des 5 millions, 3 millions, 4 millions, 10 millions. Puis ensemble, ça finit par faire des sommes suffisamment importantes pour qu'on puisse arriver à réaliser d'autres projets qui sont prioritaires et qu'on a plus besoin dans notre ville. Quand on regarde les infrastructures majeures que vous voulez implanter au niveau du sport, on parle d'infrastructures majeures pour le soccer et le basketball. Est-ce qu'on a en tête un genre de stade Saputo ou on parle de quelque chose de quand même beaucoup plus petit, là, évidemment? Non, c'est naturellement beaucoup plus petit. C'est qu'on a un seul grand centre pour le soccer à Laval et toutes les équipes se battent pour avoir du temps et de l'espace sur ce plateau-là. Et les autres qui ont le beau jeu, ils peuvent charger les prix qu'ils veulent. À ce moment-là, en installant un deuxième espace. Donc, je comprends que c'est un centre privé, autrement dit? Non, c'est un organisme à but non lucratif qui gère, mais le terrain appartient à la ville. Donc, il y a une interaction là, avec la ville. C'est un bail amphithéotique pour le terrain. Eux autres sont propriétaires de l'infrastructure. C'est une entreprise à but non lucratif, reste une entreprise privée, bien qu'elle soit à but non lucratif. Et donc, oui, les clubs de soccer doivent interagir avec cet organisme unique-là pour pouvoir avoir de l'espace l'hiver, entre autres. Quand vous voulez faire votre nouvelle infrastructure de votre côté, est-ce que vous voulez suivre cette tangente-là d'utiliser un OSBL? Moi, personnellement, c'est une idée que je trouve quand même bien. Le Stade Onco à Lévis fonctionne de cette façon-là. C'est un OSBL qui le gère. La ville avait promis d'acheter un certain nombre d'heures justement pour assurer leur stabilité financière qui leur permettait d'aller emprunter de l'argent pour la construction. Est-ce que c'est un modèle d'affaires que vous voulez perpétuer dans le futur ou vous voulez vraiment que la ville soit propriétaire et entretienne elle-même le futur terrain de soccer? C'est à évaluer en fonction du projet qui va véritablement être mis sur la table en dernier, là, quand on va voir le projet qui va être présenté, quel type de gestion qui va être le mieux pour ça? Ça va être à évaluer à ce moment-là. Il y a des clubs qui sont là, qui sont dans ce secteur-là. On ne veut pas avoir un centre unique pour un sport unique. Vous voyez là, que c'était soccer et basketball. Et basketball. Le basket est en progression. Il y a une bonne progression à Laval. On a des bons joueurs qui sont en train d'exploser. Qui sortent du territoire de Laval et il n'y a pas de bonnes infrastructures pour ce développement-là. Donc, on voudrait leur offrir des espaces pour qu'ils puissent se développer en même temps. Donc, on diversifie. C'est encore une fois ce que je mentionnais au début, là, des petites infrastructures sportives, culturelles qu'on met un peu partout sur le territoire. Cela est un peu plus important parce que c'est plusieurs sports qui seraient combinés à l'intérieur d'un même espace permettrait d'avoir peut-être des salles de musculation également, on se parle de quelque chose qui est un peu plus important, mais on ne tombe pas dans un stade, là. On ne s'en va pas dans une envergure professionnelle, là. On n'est pas dans cette direction-là. Faites référence au niveau des infrastructures à la tempête débit. Donc, je crois comprendre un peu comme Montréal, vous avez vécu des inondations assez importantes. C'est de ça qu'on parle, évidemment? La ville, il y a une vingtaine d'années, le président du CRE de Laval, le Conseil régional de l'environnement, a fait une sortie en disant que nos égouts débordent.
À ce moment-là, nos égouts se déversaient. On avait des surverses réguliers vers les rivières. Encore aujourd'hui, en 2023, les derniers chiffres qu'on a, les plus récents, 1747 déversements de nos égouts dans les rivières. Vous vous souvenez, en 2013, on a eu C'est Flushgate à pas bon, Montréal. ça. Ben non, c'est C'est horrible. dégueulasse. Montréal, là, on a eu en 2013 le Flushgate. Ben, nous autres, aussitôt qu'une pluie importante, ben, on fait la même chose. On envoie nos égouts dans les rivières, ça déborde tout simplement. Il y a plusieurs endroits sur le territoire où est-ce que nos égouts sont combinés, c'est-à-dire que l'eau de pluie et les eaux grises vont dans le même tuyau. Donc, quand il y a une bonne pluie, vous savez ce qui se ramasse dans nos rivières, tout s'en va là. On tombe en surverse. Il faut qu'on s'occupe de ça. Si nos égouts débordent et sont saturés, on ne peut plus développer. Donc, on a un problème de logement. Si on veut développer des logements, il faut qu'on augmente la capacité de nos égouts. Il faut qu'on arrête de déverser nos égouts dans les rivières également. Ça aussi, ça fait partie de l'environnement. C'est pas. Pour ça, je vous disais, là, tout n'est pas qu'une. On s'en va pas tout au développement ou tout à l'environnement. C'est un juste équilibre. Là, En fait, cet élément-là, je pense que chose. on voit beaucoup qu'il y a eu de l'idéologie au niveau environnemental pour les gaz à effet de serre et ainsi de suite. Ça a même amené presque une folie, des fois, au niveau des gouvernements. Par contre, on a toujours eu l'impression que ce qui était le plus négligé, c'est exactement ce dont vous parlez, là. Le déversement d'eau dans les rivières, on a l'impression qu'en 2025, c'est quelque chose qu'on aurait dû régler depuis longtemps. On a l'impression qu'au Québec, on est suffisamment développé puis évolué comme peuple pour ne pas jeter nos égouts dans les rivières. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des grandes villes comme Montréal et Laval le font régulièrement. Donc là, tu te dis, il me semble que dans l'ordre des priorités, ça devrait être comme au top de la pile, là. C'est la chose qu'il faut régler en premier plus que tout dans ma tête, là. Ben, vous regardez, quand il y a des pluies importantes, ben, ça fait que nos égouts débordent dans les rivières. Mais si on a vraiment des pluies importantes, comme débit, ben là, c'est des inondations partout. On va être honnête, même le meilleur service d'égout, bien entretenu, nettoyé, il y aurait quand même eu des inondations avec débit. C'était vraiment une quantité anormale qu'on a eue de pluie cette journée-là. Il n'y a aucun système. Puis en plus, il y avait eu une série d'autres pluies dans les semaines précédentes. Les sols étaient gorgés d'eau, il n'y avait pas d'absorption dans les sols. Aucun système d'égout n'était capable d'absorber cette eau-là. Cependant, si on avait mis nos investissements aux bons endroits, parce que je vous le mentionnais d'entrée de jeu quand vous m'avez posé la question, il y a une vingtaine d'années, on parlait que nos égouts débordaient. Ben, ça fait 20 ans qu'on le sait et qu'on n'a pas agi. Ben, si on l'avait fait il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans, ben, oui, il y aurait eu des débordements puis il y aurait eu des inondations avec des débits, mais clairement moins que ce qu'on a eu l'année dernière. Maintenant, vous avez parlé de Montréal. Montréal, à ma connaissance, font un excellent travail comparativement à Laval. La Fondation Rivière a fait des prélèvements autour de l'île de Laval, l'île Jésus et l'île de Montréal. Montréal est sorti avec des meilleurs résultats que Laval. Laval, sur 33 prélèvements qui ont été faits autour de l'île, un seul est sorti salubre à la baignade. C'est celui qui est à la pointe ouest, c'est-à-dire avant qu'on arrive au territoire de Laval. Donc, les deux rivières de chaque côté sont polluées et ne sont pas propres à la baignade. OK, mais je pense que c'est au niveau environnemental, définitivement, c'est un enjeu qui est majeur, qui est méconnu aussi des Québécois. Je suis quand même content qu'on parle de ça aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose qu'on souhaite. On veut vraiment pas ça de votre côté. Donc, je pense que vous faites vraiment bien d'en parler. Est-ce qu'il y a un niveau de vétusté des infrastructures important au niveau de Laval? Le déficit d'infrastructures, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. La dette d'infrastructures, on parle beaucoup de ça dans les médias. On sait que c'est catastrophique. On sait qu'il y a des projets qui se font de routes parfois ou même de tramways. C'est un peu des écrans de fumée pour cacher le fait qu'en réalité, il faut ouvrir les rues à grandeur puis rebâtir parce que les tuyaux sont finis partout, là. Est-ce qu'on a le même problème du côté de l'île de Laval? On a la réalité que la ville de Laval a commencé à vraiment se développer à partir de la fusion. Il y a 60 ans cette année. On fête notre 60e anniversaire cette année. La ville a commencé à vraiment beaucoup plus se développer à ce moment-là. Et oui, on arrive à la fin de vie de plusieurs infrastructures souterraines à ce niveau-là. En effet, on avait un rapport qui a été déposé il y a 2 ans, si je me souviens bien, qui disait qu'on avait 620 millions à mettre pour entretenir nos infrastructures d'égout. Juste ça. Et ça, c'est pour les maintenir. On ne se parle même pas de développement de nouvelles infrastructures pour développer des nouveaux secteurs dans la ville.
on se parle uniquement de la maintenance de nos infrastructures. On peut peut-être considérer certaines augmentations du volume de certains tuyaux, mais on ne se parle pas de nouveaux infrastructures. 620 millions simplement pour maintenir ce qu'on a en place. Et au niveau du patrimoine bâti, on a là encore une fois un 400 millions à mettre pour entretenir nos bâtiments. On se parle des arénas, on se parle des bibliothèques, on se parle des centres communautaires, des garages de la ville et d'autres bâtiments de ce type-là. Il y a environ 400 millions. Donc, en tout, là, c'est plus d'1 milliard qu'on a à mettre. Notre budget est 1,2 milliard. Ben, il y a 1 milliard à mettre pour la maintenance de nos infrastructures déjà existantes. C'est même pas des affaires le fun, ça, là. Même pas des affaires le fun, en effet. Je vous dirais, nos arénas, là, on est... quand j'étais petit, j'ai grandi ici à Laval. Là, je suis né à Laval. J'ai passé toute ma vie à Laval, sauf 4 ans en Chine. Mais on avait à peu près le même nombre de patinoires qu'on a aujourd'hui. La population a quasiment triplé depuis ce temps-là. Il faut qu'on investisse dans nos arénas, qu'on en développe. Et là, on est dans la situation inverse en ce moment. Il y a des arénas qui sont fermés définitivement, d'autres qui sont extrêmement mal en point. On a un seul hôpital à Laval, l'hôpital Cité de la Santé. Et il y a une aréna qui n'est pas tellement loin. J'apprenais dernièrement, s'il y a une fuite du système de réfrigération, il faut qu'il vide l'hôpital qui est juste à côté. Oh. Vous voyez qu'il y a des investissements majeurs à faire là, sur nos arénas en particulier. Écoutez, il y a une phrase qui va ressortir beaucoup dans cette campagne municipale-là avec différents paliers à différentes villes et municipalités plutôt au Québec. On sait, la CAQ a changé la loi là, avec le projet de loi 39. On veut offrir la possibilité aux municipalités de diversifier leurs sources de revenus. Comme citoyen contribuable, quand j'entends ça, moi, ça fait hausse de taxes dans ma tête. Évidemment, je ne sais pas pourquoi. Du côté de la Ville de Québec, on a vu que on a voulu aller dans cette direction-là. Du côté de la Ville de Lévis, qu'on connaît plus de notre côté, on sent qu'il y a un enthousiasme dans 2 des 3 partis politiques pour aller vers des diversifications de revenus. Je me doute un peu de votre réponse parce que partiellement, on le voit dans votre programme. Par exemple, que vous proposez la baisse de la taxe sur l'immatriculation qui est déjà en place sur l'île de Laval. Est-ce que ça vous excite, vous, le mot diversifier les sources de revenus pour la ville de Laval? Non. D'abord, non. Je préfère faire une bonne gestion et une gestion responsable que d'augmenter les taxes. Là. On a déjà de l'argent, 1,2 milliard de budget. Là. On peut-tu commencer par gérer ça comme du monde, s'assurer que l'argent va aux bons endroits? Oui, c'est le maire de Laval qui a présidé la rencontre où est-ce qu'on a eu cette fameuse hausse de nos plaques dans la région de Montréal à la CMM. C'est une rencontre qui a été présidée par l'actuel maire de Laval. C'est combien présentement pour l'île de Laval, la taxe sur l'immatriculation? 180. 180 $. Oui. C'est beaucoup, là. C'est vraiment beaucoup. Et pire que ça. Si ça avait été, l'augmentation avait pour objectif de maintenir le service de transport à Laval, la STL, ben, à la suite de cette hausse-là, dans les semaines qui ont suivi, ils ont coupé plusieurs lignes, ils ont coupé les services aux résidences pour aînés, certains autobus express qui desservaient les étudiants qui partent des pointes de l'île pour aller vers le métro. Donc, ça n'a même pas servi à maintenir le service, au contraire. Ça a été des coupures qu'on a vues. Il a fallu qu'on se batte pour ramener le transport pour les aînés. Et encore là, ça a été ramené sous un projet pilote qui va finir en décembre dans les mauvaises places parce qu'il y avait les circuits qui fonctionnaient un peu mieux puis ceux qui fonctionnaient un peu moins bien. Puis ils ont ramené ceux qui fonctionnaient moins bien. On voit leur stratégie, on sait où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Ils vont nous dire que ça ne marche pas, fait qu'ils vont l'enlever. Donc avant qu'on arrive là, pour nous autres, on peut-tu desservir nos aînés? C'est le moyen qu'ils ont de sortir de l'isolement des résidences. Donc, c'est un service de base là, qu'on a pour nos aînés. Mais oui, effectivement, là, c'est de la recherche de revenus plutôt que de la gestion responsable. On cherche plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. On ne commence pas par la bonne partie. Je vous dirais, faire de la gestion, c'est 2 colonnes, une colonne d'entrée d'argent, une colonne de sortie. Ben, ils commencent par dire on veut faire ces projets-là, ils voient le chiffre, puis ils vont chercher l'argent. Plutôt que de commencer par dire non, on a cet argent-là, on va se limiter de la colonne des dépenses à l'argent qu'on a déjà dans le budget.
Je pense que c'est la bonne manière de gérer, c'est de regarder l'argent qu'on a puis de gérer en fonction de l'argent qu'on a plutôt que de faire l'inverse. Quand on parle des intervenants du... Excuse-moi, Joey, je vais te laisser la Bon, prochaine. pas de trouble, Quand on pas de parle trouble. des intervenants du milieu municipal, ce qu'on se rend compte, honnêtement, c'est que si on laisse la direction générale aller, elle a toujours des bonnes idées pour gérer la ville. Va bien, tout est sous contrôle. Merci, monsieur le maire. Inquiétez-vous pas, dormez sur vos deux oreilles, tout va bien aller. Finalement, on voit les dépenses exploser puis que la direction générale engage beaucoup de monde. On voit ça dans plusieurs villes, généralement. Et on sent que certains élus se font un peu manipuler par la direction générale. Est-ce que du côté de Laval, c'est quelque chose qu'on a l'impression qui se passe ou c'est plutôt vraiment le maire qui est en place qui impose sa volonté à la direction générale ou la direction générale est vraiment libre arbitre de son côté? On a vraiment un sentiment de, pardonner l'anglicisme, de rubber stamp par l'exécutif et par le conseil. Ils sont majoritaires au conseil, donc quand ça passe à l'exécutif, naturellement, ça passe au conseil par la suite. Le rôle des élus, c'est de contrôler l'administration publique. Eux autres, l'administration publique, ils ont pas de. Eux autres, leur travail, c'est pas de dire oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. On a des idées, on a des idées. C'est une machine à générer des idées, à générer des projets. C'est aux élus de dire oui, ça c'est un bon projet, on le veut. Non, ça c'est pas pour tout de suite, ou peut-être c'est pas un bon projet. C'est d'évaluer ces projets-là et de choisir les bons projets et eux-mêmes d'en proposer, de donner une direction à leur administration. Dire non, on ne veut pas aller dans cette direction-là, dans cette direction-là qu'on veut aller. C'est ça un système, c'est ça le rôle du politique versus l'administratif, c'est de donner les directions et de choisir les bons projets. En ce moment, on a un feeling que c'est ça, c'est du rubber stamp. L'administration nous amène des projets et le parti qui est là en place, ils font simplement accepter les projets un en arrière de l'autre. On a beau, nous autres, essayer d'expliquer qu'une bibliothèque à 180 millions au centre-ville, c'est peut-être pas la priorité actuelle, mais non, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Deux petites questions peut-être en terminant, M. Vallier. J'ai essayé de tenter de trouver, puis je comprends que c'est ça, avec la quantité de municipalités qu'il y a pour les élections municipales, des sondages pour toutes les municipalités sont assez rares, mais quand même pour Laval. Est-ce qu'on sait à peu près environ où vous êtes où au niveau des intentions de vote présentement? Je comprends que votre parti a déjà des conseillers au conseil présentement. Et aussi, justement, j'en ai parlé au début, une des politiques fortes, du moins qui a fait beaucoup réagir du maire actuel, c'est justement le moratoire sur l'interdiction de gaz naturel sur les nouvelles constructions au niveau du résidentiel à Laval. Comptez-vous maintenir ce moratoire-là? Ou je sais que ce n'est pas nécessairement dans votre programme, mais ou vous comptez peut-être reviser ou peut-être penser à le retirer pour accepter une nouvelle construction du gaz naturel pour les résidentiels? Ça n'a pas fait beaucoup de bruit quand ça a sorti. De notre côté, là, j'ai pas, peut-être qu'ailleurs au Québec, ça a fait réagir, mais à Laval, ça n'a pas vraiment réagi au moment où cette politique-là est sortie. C'est pas quelque chose qui est nécessairement très répandu non plus sur le territoire. C'était pas un grand changement ou une grande décision là, qui avait été prise à ce moment-là. Maintenant, l'autre question, c'était, excusez-moi. C'est sur les intentions de vote, en fait, environ. Oui. Malheureusement, non, il n'y a pas de sondages qui sont sortis. On n'a pas de réelle information par Léger, Crop ou un autre. Il n'y a malheureusement pas de sondage. Cependant, j'accompagne mes candidats dans le porte-à-porte et on sent vraiment qu'il y a un désir de changement dans la population. Ils nous le disent véritablement. Ils sont à la recherche d'une alternative. Puis ce que nous autres, on ressent, c'est que nos propositions plaisent à la population. On a un bon feeling, on sent qu'on s'en va dans la bonne direction, que ça risque d'être un bon succès le 2 novembre. Malheureusement, on n'a pas d'une confirmation précise, concrète. Ce qu'on a, c'est ce qu'on voit à Montréal avec le 50% de la population qui se cherche un nouveau maire. On sent qu'on a la même réalité à Laval. Parce que Laval avait un problème, je pense, on sait que c'est le cas dans l'entité du Québec, mais le taux de participation municipale est nécessairement très faible, et je pense, vous me corrigerez, mais je pense que, en tout cas, j'ai fouillé rapidement, l'élection de 2021, Laval était un des taux les plus bons, on parlait de 28,3% de taux de participation pour les élections générales municipales, donc j'assume que pour vous, c'est ça, pour une des plus grandes villes, c'est quand même assez surprenant. Tu sais, à Québec, on se blâme d'avoir un peu de taux de participation pour jouer autour de 40 quais, fait quasiment le double de ce que vous avez de votre côté. J'assume que c'est un de vos objectifs de faire, bien évidemment, sortir le vote. Ce que nous autres, on comprend, c'est que plus le vote va sortir, plus ça va nous être favorable. Donc oui, il faut qu'on fasse sortir le vote. C'est la base de ce qu'on doit faire, c'est de faire sortir le vote. Ça va être là, la grande difficulté, c'est d'amener les gens à sortir
pour aller voter, leur faire comprendre que s'ils veulent un changement, ils doivent se déplacer. Mais oui, effectivement, il y a un grand problème de désintérêt. Il faut dire que Laval a le problème d'être voisin de Montréal. À Québec, il y a plus d'un journal, il y a plus d'un grand journal. À Trois-Rivières, il y a un journal. À Sherbrooke, il y a un journal. À Gatineau, il y a un journal. À Laval, on a simplement un journal local, le Courrier Laval, qui est un hebdomadaire. On n'a pas de quotidien. On n'a pas un journal de Québec, un Soleil, un Droit, on n'a pas la Tribune. On n'a pas ces journaux-là à Laval. On n'a pas de ce type de journaux-là à Laval. On est dépendant de la couverture montréalaise, c'est-à-dire par le Journal de Montréal, La Presse, Radio-Canada, LCN. On est dépendant de cette couverture-là qui est très montréalaise. Ils ont déjà peu d'intérêt pour le municipal et Laval, c'est de l'autre bord de la rivière. C'est tellement... fait qu'ils viennent pas, ils n'y couvrent pas, on n'est absolument pas couvert. Puis là, on se demande pas comment que Vaillancourt a pu se développer dans la discrétion. On n'est pas couvert. On n'a malheureusement pas une couverture par les médias qui sont équipés pour faire du journalisme d'enquête en profondeur de ce type de travail-là. Laval est dépourvu de ce type de journaux-là, malheureusement. Pour la dernière question qu'on va vous poser, c'est la suivante. C'est un exercice qu'on a fait avec les candidats de Québec qui ont accepté de participer et qui ont trouvé ça... Ils ont été honnêtes dans leurs questions, dans leurs réponses, puis j'ai trouvé qu'ils étaient bons, dans le sens qu'ils s'étaient quand même bien vus eux-mêmes. On leur a demandé s'ils étaient de droite ou de gauche. Alors, Jackie Smith nous a dit qu'il était de gauche, Claude Villeneuve nous a dit qu'il était de centre-gauche, Stéphane Lachance, centre-droit. Donc là, j'étais là, je dis, mais les gens de la ville de Québec, c'est quand même chanceux. Ils ont des candidats qui s'assument pleinement dans une forme d'idéologie politique puis qui ne sont pas gênés de leur idéologie. C'est sûr que là, on en a juste un des trois pour Laval, mais si je vous demandais l'exercice de classer les trois partis politiques principaux de centre, de gauche, de droite, comment vous voyez le terrain de jeu de Laval présentement à peu près? J'étais avec du cabinet du parti, puis je décrivais ma situation. Il m'a regardé et m'a dit « Fred, t'es beige. » Je peux difficilement être plus au centre que ça, mais c'est pas un vrai centre. Ça dépend du sujet. Vous m'avez entendu. Économiquement, oui, effectivement, j'ai une tendance, je vous dirais, centre-droite, mais socialement, centre-gauche. Ce qui fait qu'à un moment donné, oui, je me retrouve pas mal au centre de l'échiquier. Quand je regarde mon équipe autour de la table, c'est pas mal représentatif de ça, effectivement. Il n'y a pas d'extrême dans l'équipe. Ça reste une équipe qui est relativement, là, certains un peu plus à droite, certains un peu plus à gauche, qui fait qu'au total, on est relativement au centre dans nos valeurs. Et quand on regarde les valeurs du parti, une des valeurs, c'est l'équilibre. C'est là qu'on se trouve. On se trouve au niveau d'équilibre. On se trouve qu'il y a des idées un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Puis on s'en va à travers ça. Si je devais qualifier les deux autres, dans le fond, pour quelqu'un qui ne connaît pas Laval tant que ça. C'est définitivement plus à gauche. Définitivement là, plus à gauche. On est sur les trois partis. On est le plus à droite, mais je ne définirais pas Action Laval comme un parti de droite. Vraiment pas. Économiquement, oui. C'est clair qu'on est définitivement plus à droite, voire un centre-droite économiquement, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des idées progressistes sur des investissements, l'encadrement de nos jeunes. Il faut qu'on développe la culture, il faut qu'on s'occupe de l'environnement. Fait que c'est pas les deux yeux fermés sur la droite économique et juste. Non, il y a de la job à faire de l'autre côté aussi. Si on regarde les deux autres équipes, c'est véritablement campé. Là. Vous avez mentionné un peu plus tôt, on a un sentiment dans les villes qu'on est tourné vers les espaces verts et qu'on oublie les rivières. C'est ce qu'on voit effectivement avec les deux autres équipes. C'est exactement à cette adresse-là qu'ils sont. Les pistes cyclables, c'est très tourné environnement des deux côtés. Excellent. Hey, merci beaucoup, M. Maillé. C'était agréable de découvrir Laval, effectivement. Moi, j'y vais de temps en temps. Je connais vos terrains de baseball, mais c'est à peu près tout ce que je connais de Laval, malheureusement. C'est pas joyeux. On a du travail à faire là-dessus, ça aussi. Là, c'en est un autre. Oui, effectivement. On a eu le rapport 60% d'insatisfaction sur nos terrains de baseball. Il est temps qu'on mette de l'argent là-dedans. Effectivement, merci beaucoup de votre participation. Merci, c'est un plaisir et au plaisir de vous reparler éventuellement.
Excellent. Merci.